Merci d'être là pour cette dernière session de la journée. Session donc intitulée Le sol comme ressource foncière. On a 4 présentations qui vont se suivre, donc je vous propose de vraiment tenir les 15 minutes pour qu'on ait le temps d'avoir des questions, des échanges à la suite. Ces 4 sessions, enfin 4 présentations qui se répondent par paire. Donc je vous propose qu'on fasse 2 premières présentations de Luc Pequet puis de Marie Clément, et ensuite avoir un temps de questions, peut-être avec des questions qui probablement seront communes aux enjeux que vous allez évoquer. Et puis ensuite d'écouter les présentations d'Amélie Robert et ses co-auteurs, et puis de Sylvie Lardon et ses co-auteurs, avec à nouveau un temps d'échange à la suite. Je vous ai dit qu'elle se répondait par paire parce qu'on a d'abord 2 présentations de 2 maîtres, maîtresses de conférences en architecture qui évoquent un petit peu les questions de contact et de lien de l'architecture et du bâti au sol, à la terre, et de ce que ça a comme impact en termes de construction, de représentation, parfois juridique, parfois rituelle de cette terre, et comment l'architecture et le bâti participent en somme à construire aussi immatériellement du foncier, des représentations sociales en lien avec la terre. Et puis, pour ce qui est de la deuxième partie de la table ronde, on a des contributions qui se répondent sur leur objet, qui est le sol de production de légumes, finalement, du sol de maraîcher, du sol de potager, mais aussi sur une approche théorique qui est celle des communs, des biens communs. Et ça pourrait sembler un petit peu différent comme paire de communication, mais en fait, c'est des communications qui, à mon sens, se retrouvent toutes sur la question des modalités de construction du sol comme une ressource foncière. Et donc, vous évoquez tous un petit peu différentes représentations de la Terre. Qu'est-ce que c'est que la Terre? Est-ce que c'est du sol? Est-ce que c'est un matériau de construction? Est-ce que c'est un agent plus qu'humain? Est-ce que c'est un bien, un patrimoine? Il y a un petit peu tout ça qui apparaît dans vos textes. Et ces représentations de ce que c'est la Terre, vous le montrez, influencent les types de rapports sociaux qui sont relatifs à cette terre. Et vous parlez d'institutions de commun, de rites, de références à un ordre juridique. Et donc vous montrez un petit peu comment ces représentations de ce que c'est la Terre impactent des rapports sociaux qui eux-mêmes ont à nouveau en retour un impact sur les usages du sol. Donc je trouve qu'au contraire, il y a vraiment des questionnements communs, des thématiques communes qui irriguent vos contributions, qui sont peut-être des questionnements plus théoriques à partir de vos objets qui sont tout à fait divers. Et j'en reste là pour le moment. Je vais vous laisser le soin de vous présenter, puisque j'ai oublié de le faire, avant de chacune et chacun de faire votre présentation. Donc on commence par Luc Pequet, puis on écoutera Marie Clément, un petit temps de questions, et ensuite Amélie Robert, Sylvie Lardon, et à nouveau un petit temps d'échange et de questions. Donc Luc Pequet, moi je suis ethnologue ou ethnologue-anthropologue, c'est pareil. Africaniste, ça veut dire quoi? Africaniste, ça veut dire qu'on travaille en Afrique, voilà. Et je suis enseignant à l'école d'architecture de Saint-Étienne, donc ce qu'on appelle enseignant-chercheur. Alors je vais vous parler aujourd'hui en fait de mon terrain qui est un terrain que j'ai abordé physiquement, ethnographiquement, donc dans la fin des années 80 et par les bouquins un peu avant. Et c'est un terrain que je continue à... Enfin, un terrain, c'est un terme un peu disciplinaire, des lieux où je continue à me rendre, où j'aimerais pouvoir me rendre plus, etc. Mais voilà, c'est un travail interminable en fait de travailler sur une société. Enfin, tout dépend. Il y a des gens qui travaillent sur plein de sociétés à la fois, qui font des comparaisons. Bref, alors de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler de... Bon, je pars d'un constat, d'un fait largement admis. Je le recite quand même, le fait que l'habitat, depuis la question du milieu, de l'environnement, du territoire, jusqu'à l'intérieur de la maison, l'habitat c'est un fait social, c'est un fait culturel. On est tous d'accord, il y a 40 000 manières d'en parler, de le poser, etc. De même que est largement admis le fait qu'habiter, ce soit être au monde, et que partant finalement être au monde, c'est aussi être à l'univers. Et donc ça suppose des représentations, c'est-à-dire des constructions mentales, hein, je ne parle pas de représentation graphique de ce monde, ça suppose des repères, ça suppose de poser des jalons.
Ça aussi, c'est largement admis. Si on continue sur ce mode-là, on peut dire que ces façons d'être au monde sont finalement des façons de faire société, et les façons de faire société, évidemment, sont elles aussi culturelles. Et là-dedans, les rapports au sol, bien évidemment, participent directement de cela. Ils vont former système avec lui. Ils sont communément un référent pour poser les termes des organisations et des relations. Organisations de tous ordres et relations de tous ordres. Et donc pour moi, la manière dont je situe cela, le rapport au sol, c'est d'abord un rapport à l'espace. Et en fait, ce rapport à l'espace, il est au fondement des sociétés. Il n'y a pas de société, nulle part on connaît de société qui se passerait d'orientation et qui se passerait de poser des limites au lieu qu'elle habite. Donc pour faire exister un espace. Je passe également. Et donc, moi, ce qui va m'intéresser dans cette présentation, c'est donc dans ce cadre-là, avec ces présupposés ou ces postulats, c'est que ce rapport au sol, il fait société. Il fonde, il légitime le lien social. On en a parlé par-ci par-là dans les présentations d'aujourd'hui, d'hier. Et c'est sous cet angle-là que je vais aborder mon terrain. Donc, c'est cette ethnographie du pays Liela. Oui, j'ai pas précisé, je travaille chez les Liela du Burkina Faso. C'est une société d'environ 200 000 âmes. Enfin, beaucoup plus d'âmes, 200 000 individus. Je vais donc aborder cette question de savoir finalement faire société, d'accord, on peut l'entendre, mais finalement comment le rapport au sol fait-il société, comment le rapport à la terre fait-il société. Et là, j'ai pris pour en parler un biais, l'un des biais qu'on peut prendre, c'est de prendre le processus de construction depuis le choix d'un lieu jusqu'à l'occupation effective d'un site. Et donc c'est à travers ça que je vais aborder cette question. Autre préliminaire, je pose que ce processus, quelle que soit la société, l'espace sous examen, même l'échelle de cet espace, cet rapport à l'espace, ce processus, il engage toujours, il rejoue toujours donc évidemment des rapports au milieu qui relèvent, à minima, systématiquement, de rapports de pouvoir et de croyances. De croyances au sens de représentation, là encore, que ce soit religieuse ou non. Et là, je fais appel, là, je me permets de prendre le terme de Karl Polanyi de fiction. Ce rapport au sol met toujours en place repose sur des fictions. Karl Polanyi, bon, on y reviendra peut-être, mais enfin c'est quelqu'un qui analyse, lui, la société capitaliste il y a 70 ans de cela, qui sort en 1944 un bouquin, La Grande Transformation, avec un sous-titre que je n'ai plus en tête, et qui va analyser la société capitaliste en posant que elle repose, donc évidemment sur des rapports marchands, l'économie de marché, etc. Et ces rapports-là repose sur un leurre assez important, c'est de nous dire que le marché, le travail, la terre sont des marchandises. Et que si on enlève un seul de ces éléments-là, le système se casse la figure. Or, le travail n'est pas une marchandise, la terre n'est pas une marchandise, la monnaie n'est pas une marchandise. Et voilà, et toute sa démonstration est formidable. Alors moi, la fiction dont je vais vous parler, elle est complètement différente. Puisque on est dans une société où il n'y a pas de propriété du sol, parce qu'évidemment dans le système capitaliste, qui est quand même remarquable pour nous ici, c'est que la terre est une marchandise, la terre donc se privatise et s'approprie. On en a, on vit dedans d'ailleurs, donc on sait un petit peu de quoi ça retourne, pas forcément quels sont tous ces arrière-plans, mais on en joue en tout cas. Alors, il faut que je fasse très gaffe au temps, parce qu'il est très court. Déjà 5 minutes pour vous dire ça, ça va pas du tout. 8 minutes et demie encore. Il reste 8 minutes et demie. Ouf, c'est rien du tout. Alors allons vite, le récit.
Le récit, en 2 mots, la société dont je vous parle, comme plein de sociétés de l'ère voltaïque, on est au Burkina Faso, c'est une société segmentaire, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'État, de la colonisation, qui a une centaine d'années maintenant, 120, société où le pouvoir le plus important est au niveau des villages, et il est entre les mains d'un personnage qu'on appelle le maître de la terre, et qui a un rôle essentiellement rituel. Tout village se fonde sur un récit stéréotypé en même temps que récit singulier, qui va mettre en scène l'ancêtre de l'actuel maître de la terre, qui en est donc un descendant, hein, et un récit où il va passer une sorte de pacte avec la terre dans un rapport de type sacrificiel, rituel. Donc je ne peux pas vous le détailler, et qui va mettre en scène une autre chose dans ce rapport rituel, qui va mettre en scène un élément du paysage, une mare. Point remarquable du paysage, une mare. Je vous le dis parce qu'on va retrouver ces choses-là plus tard. Donc la relation au milieu, elle est ritualisée, et d'emblée, elle est socialisée, parce que c'est une rencontre entre 2 personnes. Le premier arrivé se faisant par la ruse substituer l'emprise sur le lieu par le second, qui, par la ruse, va se trouver être le premier, donc celui qui a emprise sur ce lieu. Ce récit-là, il se répète à d'autres échelles qu'à la création du village. Il se répète au niveau du Liolo dans son ensemble, le territoire habité par les Liela, bien qu'il n'y ait aucun pouvoir central, il y a bien l'idée d'une référence à un territoire commun, sur lequel on a d'autres points. Non, je ne peux même pas en parler, je poursuis. Et il se répète aussi à l'échelle de la maison, et c'est cette échelle dont je vais vous parler. J'entends par maison ici, je prendrai le terme de maison au sens de maison familiale, c'est-à-dire un ensemble d'habitations autour d'une cour. Et cette unité maison, ça peut être 15 personnes, mais ça peut être 200 personnes. Hein, l'idée étant des habitations accolées les unes aux autres autour d'une cour. La terre, le terme terre en liélé, qui est à 3 acceptions qui vont toujours être conjuguées, 3 acceptions, pardon. Il désigne la terre comme matière, le sol qu'on foule. Il désigne la terre comme territoire. Et la terre comme puissance ou entité. Et ces choses-là, dès lors qu'on parle de la terre, elles se tricotent ensemble en permanence. On ne peut pas dire, là, quand il dit terre, il parle de la matière, ou il parle... Non, ces choses-là s'épaulent en permanence. Ce qui donne des choses très intéressantes, du coup, dès qu'on a affaire à ce matériau, à cette chose. Alors, si je vais prendre ce récit, je vais prendre ce processus en 2 mots, en 5 minutes. C'est terrible, c'est absolument terrible parce que c'est énorme. Première chose, choisir un lieu. Où vais-je ? Je sors de la maison de mon père. Je veux bâtir ma propre maison dont je deviendrai le maître. J'ai dans l'obligation de choisir 3 lieux. Et pour seul outil de mon choix, je dois trouver des lieux où je me sens bien. Autrement dit, ce qu'on va mettre en avant, je ne peux pas vous décrire, c'est une quête dans laquelle les seuls outils du choix sont la sensation, en fait, j'éprouve les lieux. Hein, et donc c'est formidable, ça prend des mois, c'est terrible, parce qu'on met en scène un individu seul face au monde. Comme s'il était seul face au monde. Ensuite, il va aller voir un devin qui va lui dire lequel de ces lieux pourrait aller avec ce qu'il veut faire, avoir de la nourriture, une descendance, et surtout la santé, c'est-à-dire le bien-être. Et ce devin va lui dire si un des sites correspondra. Et puis ensuite, il va aller voir le maître de la terre qui va venir faire des rituels, qui va lui donner ce lieu. Dans cet ensemble, ce qui m'intéresse, c'est par rapport à cette question du rapport au monde, au sol, c'est qu'on pose
tous les éléments du paysage qui vont plus tard intéresser la maison comme secondaires, c'est-à-dire par exemple la mare, le bel arbre qui donnerait de l'ombre, la colline, tous ces points remarquables du paysage, on les donne comme secondaires. Ce qu'on doit regarder, c'est la terre. Donc on est dans un rapport vraiment de confrontation à soi-même, en fait, puisque tout le processus dont je vais à peine parler, puisque j'en ai même pas le temps, c'est comme une initiation à assumer plus tard sa charge de maître de maison. C'est comme un apprentissage à être capable de commander les autres et de se commander soi-même, de se poser dans le monde et de vivre en société et de faire société. Après, j'en viens au chantier. Le moment du chantier, il est marqué par quelque chose de tout à fait intéressant, c'est qu'il y a 3 personnes. Il y a un maçon qui, sur le chantier, va devenir le maître du banco, le banco étant la terre mélangée à de l'eau, le matériau de construction. Or, cette terre, elle tient de la terre du village, elle est aussi puissante, donc ça va poser des tas de problèmes. Lui est dans une relation privilégiée avec cette puissance. Deuxième personnage, celui qui l'appelle pour venir construire, le maître de la maison. Et troisième, le banco lui-même, cette terre, qui est intelligente, qui est capable de réagir aux pensées des individus, à leurs actions, etc. Et qui donc va mettre en jeu, là, va en fait tenir les 2 autres protagonistes du chantier. Alors je ne peux même pas poser le type de relation qu'il y a entre eux, mais vous voyez que là, en mettant cette puissance au milieu même de l'acte de construction, puisqu'on construit avec de la terre et que cette terre, elle est capable de réaction, et que finalement tout se passe bien si l'on respecte les rituels et si l'on est capable de s'entendre. Or, qu'est-ce qui est dit dans le récit de fondation de village? C'est bien une entente entre la terre et l'individu qui est en jeu, qu'on reproduit là au niveau du chantier. Et cette entente préfigure l'entente nécessaire entre tous pour faire société dans toute maison. Il y a un seul interdit qu'on va donner sur le chantier en construction et qui est l'interdit majeur de tout lieu habité, c'est celui de bagarre. La bagarre allant de la violence verbale à l'écoulement du sang obligeant à déménager, à tout larguer et pour recommencer. Donc tout ça se met en place au moment du chantier, et celui qui a l'œil là-dessus, c'est le banco, c'est cette terre. On va la retrouver dans la maison même, cette terre, puisque ce qu'il s'agit de construire, c'est un lieu viable au sens de viable où l'on puisse vivre. On vit, j'ai oublié de le dire, il y a un maître de la terre à la tête du village. Toutes les règles de vie en société, les règles principales de vie en société, l'interdit de meurtre, d'adultère, même la terre, etc., sont des interdits de la terre. C'est la terre le référent de toutes les relations sociales d'importance. Sur le chantier, ce sera le banco, il y a des interdits du banco. Un individu qui, chez lui, sur la maison, devient un monde clos dans le village. Il y a ces unités d'habitat dispersées sur des territoires qui font des kilomètres carrés. Un individu qui, à répétition, utilise des poisons, a des mauvais fétiches, des choses qui tuent, etc., mais qui arrive à cacher tout ça. On dit que sa maison va finir par l'ensevelir, en fait. C'est-à-dire qu'un jour, la toiture, qui est en toit terrasse, en terre, va s'écrouler un jour sur lui. Vous voyez, donc cette idée que le banco c'est de la terre, au sens d'entité et de puissance, ça va suivre la maison jusqu'au bout. Il y a aussi, alors, Désolé, je vais boucler. Là, j'ai donné une image de la terre comme matière et de son importance, mais cette terre comme matière qui se construit, c'est bien un espace et un espace viable appelé à procréer qu'il est en charge de créer, ce maçon, et on le voit très bien dans l'idée que quand on construit une maison ancienne, c'est un mur continu, c'est les murs des maisons accolés les uns aux autres qui forment un cercle avec une entrée unique ouvrant autour d'une cour. Okay. Une nouvelle maison, ce sont des habitations laissant entre elles des vides, des espaces vides, dans lesquels on va mettre des branches, des branchages, pour empêcher toute chose de passer, dont des gens, et dont des mauvaises choses avec des branches spéciales. Dans ces trous viendront se nicher les maisons de nouvelles épouses.
Si on faisait un cercle continu, un mur continu, on tuerait le projet de maison dans l'œuf. Il ne pourrait pas grandir. Or, ce qu'on appelle, c'est la génération. C'est la vie possible, c'est la génération. Et la génération, la viabilité d'une maison se voit à son accroissement permanent. Alors, ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est que finalement, comment viennent les nouvelles épouses et comment viennent les enfants et les générations par ces éléments du paysage que j'indiquais tout à l'heure, collines, arbres, mares. Il y a des puissances, là, il y a des choses qui interviennent dans la génération. Quand il y a naissance, on cherche d'où vient l'enfant. J'en ai pour 1 minute, même pas. Ouais, même pas. 30 secondes. Ouais, excuse-moi, j'ai fait 40, 57, ça fait 2 minutes. J'ai que 2 minutes de retard, c'est pas énorme. Excusez-moi. Du coup, il faut que je me reconcentre. Voilà, quand il y a naissance, on va dire tel enfant vient de tel arbre, de tel arbre. On va rendre un culte à ce lieu du paysage, de la nature, du territoire du village. L'idée, pour faire image par rapport à ce que je disais de ces espaces vides, c'est que finalement, plus la maison va être fermée physiquement sur l'extérieur, en offrant des murs, en tournant dos à la brousse, comme on dit, hein, et donc en protégeant ce monde intérieur comme un monde à part qui est pris dans un monde plus grand qui est le monde du village, etc. Plus elle se ferme sur l'extérieur, cette unité, plus elle s'ouvre dans des rapports rituels au territoire villageois, jusqu'à créer un réseau très complexe de liens cultuels au paysage. C'est-à-dire, plus on s'ouvre sur l'extérieur, plus on ferme sa maison. C'est un jeu, je trouve, très intéressant. Et évidemment, ce qui est en jeu, c'est toujours la limite et le rapport aux autres. Alors, j'ai un peu sabordé tout ça, mais je suis obligé de m'arrêter là, en espérant que c'est un petit peu clair sur des idées de rapport au sol et de manière dont ils se créent, dont ils se mettent en place. Et dont ils sont dynamiques et dont ils font société, justement, à énormément de niveaux différents. Voilà, je vous remercie. Merci, moi je trouve que c'est vraiment passionnant et c'est dommage qu'on ait un temps un peu contraint, mais je trouve que cette idée du banco qui agit est vraiment porteuse de plein de réflexions sur ces questions de sol, de foncier. Bonjour, moi j'enseigne, Marie Clément, j'enseigne à l'école d'architecture de Saint-Étienne dans ce qu'on appelle le champ TPCAU, c'est-à-dire théorie et pratique du projet architectural urbain. Je suis architecte de formation. Il y a quelques jours, Marc Lore annonçait qu'il avait pour projet de construire avec l'architecte danois Ingels la ville la plus ouverte, la plus juste et la plus équitable de la planète, Telosa, qui prévoit d'occuper d'ici 2060 près de 61 000 hectares d'une zone désertique des États-Unis pour accueillir 5 millions d'habitants. Une vue d'avion virtuelle montre le découpage en damier entre végétal et habitation, organisé à partir de 2 axes qui se coupent perpendiculairement, comme les traditionnels Cardo Maximus et Decumanus Maximus des villes coloniales romaines. À ce même architecte, Ingels, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, qui est le Premier ministre des Émirats Arabes Unis, émir de Dubaï, a commandé la construction dans le désert de Dubaï, un prototype grandeur nature d'une ville pouvant abriter l'homme sur Mars, qui s'appelle Mars Science City, avec une superficie de 17,6 hectares, moins ambitieux qu'en superficie, mais c'est un prototype. On a vu aussi passer dans la presse NUA de l'agence d'architecture Abibou, qui a planché sur la conception d'un projet de ville autosuffisante pour 250 000 habitants sur Mars aussi, avec début de construction envisagé en 2050 et un emménagement à partir de 2100. Ou encore Lilipad, qui est une cité flottante, autosuffisante et écologique. Toutes ces propositions qui rêvent de confronter l'homme à des milieux hostiles comme le désert ou la mer pour fabriquer des mondes meilleurs et échapper aux aléas sont comme une poursuite de conquête au-delà de l'écoumène. Cela se mêle à l'utopie de Platon, de Thomas More, de Jules Verne ou d'autres.
Vous avez derrière moi 2 photographies du photographe brésilien Rio Fontenelle, qui date de 1957, qui est un photographe qui a participé, qui a suivi de très près toute la construction de Brasilia. Donc Brasilia, construite en 1960, enfin inaugurée en 1960, 140 000 habitants en 1960, aujourd'hui près de 3 millions, est l'achèvement d'un désir de conquête qui a été engagé au XVIe siècle. Sao Paulo et Rio de Janeiro sont les 2 points d'accostage sur lesquels les Portugais ont planté leur drapeau, 2 entrées d'un morceau de continent que le traité de Tordesillas leur avait permis de s'approprier. Aujourd'hui, elles sont devenues des mégapoles, concurrentes l'une de l'autre. Brasilia, ville administrative, qui conquiert le cœur du territoire brésilien, et pour contrecarrer cette concurrence. Vous voyez 2 croix sur ces photos qui sont 2 actes de fondation. La première, sur la gauche, qui est l'ouverture des axes autoroutiers qui se rencontrent au point 0 du plan pilote de Lúcio Costa, qui est architecte urbaniste de Brasilia, et qui lui-même dit un geste au sens pionnier, à la manière de la tradition coloniale, 2 axes qui se croisent en angle droit, c'est-à-dire le signe même de la croix. Et puis l'autre croix, qui peut-être est plus dissimulée dans la photographie, mais qui néanmoins est très présente, parce que noire, très graphique. Il s'agit de l'autel de la messe de bénédiction de Brasilia, en 1957 aussi, donc bénédiction de la terre qui va accueillir Brasilia, dans une installation provisoire en bois et toile, conçue par Oscar Niemeyer. La croix latine, bien sûr, plantée, acte d'appropriation, à l'instar des drapeaux plantés par les navigateurs qu'on retrouve très présentes sur les cartes portulenses. Si vous voyez à quoi ressemblent ces cartes portulenses. Comme le dit Lúcio Costa, le tracé de la géométrie, c'est le signe de la prise de possession des terres. Les agrimenceurs procédaient de la même manière pour les sanctuariations, avec un carré de côté de 71 mètres, en vue de la constitution du cadastre romain. Ce cadastre définit la propriété par la projection sur le sol d'un canevas qui permet de situer un occupant du sol, les charges fiscales, dans un système de coordonnées. Le cadastre que nous utilisons en France aujourd'hui est celui révisé de Napoléon, qui écrira à son ministre du Trésor en 1807 « Un bon cadastre parcellaire sera le complément de mon code » en ce qui concerne la possession du sol. Quand il parle de code, c'est le code Napoléon, duquel découle le code civil, directement. La possession du sol passe par son découpage et son morcellement. Ce morceau de sol, le code civil l'appelle fond de terre. C'est dans l'article 518, qui dit précisément « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par nature ». L'une des 3 catégories des immeubles du Code civil, immeubles par nature. On retrouve ici également terrain dans d'autres articles du Code civil pour parler de ce même sol, et c'est le terme le plus utilisé dans l'acte de bâtir et dans l'édification. Si l'on prend le terme fond, c'est une notion qui qualifie un lieu où s'exerce le droit, si on le prend dans son étymologie elle-même, et non pas un objet de droit, mais un lieu où s'exerce un droit. L'article 516 du même Code civil dit que tous les biens sont meubles ou immeubles. Cet article présente donc les meubles ou immeubles comme biens, comme des choses appropriables, avec le terme bien. Et l'article 516 plus 518 exprime clairement le fait que le sol existe en tant que propriété. Il est dit aussi à l'article 552 que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos. Sauf, etc., il y a plein de restrictions dans le Code civil. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos. Et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf un certain nombre de restrictions. Donc, l'article 552 associé au précédent dit vraiment clairement que le sol est un morceau de croûte terrestre approprié. Et puis, l'article 554, qui dit que la propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit
et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement. Quand je lis cela comme architecte, je pense à l'édifice, l'artefact qui est ancré dans ce morceau de croûte terrestre. Le Code civil semble vouloir faire une unité indivisible du sol, du droit de propriété qui est associé et du droit de propriété des choses qui s'y trouvent dans son épaisseur. Mais jamais le Code civil ne qualifie juridiquement le terme de sol, puisque, en fonction des articles, d'ailleurs, c'est jamais le même mot qui est posé. D'ailleurs, on pourrait laisser, c'est pas l'objet ici, mais je laisse la lecture des contradictions entre les différents articles à des juristes avérés. Parce que je ne suis pas, vous l'avez compris, ce n'est pas ici le sujet. Cette classification de meubles et d'immeubles est caractéristique de l'héritage romano-germanique qui imprègne fortement la lecture du monde que fait notre droit. Il s'agit de la summa divisio des biens, c'est-à-dire biens au sens de ce qui est appropriable, meuble ou immeuble. La classification binaire est dans le code génétique de notre droit. On a plein de summa divisio, c'est-à-dire de division fondamentale, de classification fondamentale, celle qui est en vigueur et contre laquelle certains juristes d'ailleurs se lèvent, réfléchissent, qui est la notion droit privé, droit public, une division qui est une vision du monde, mais qui pourrait être autrement. La summa divisio des choses et des personnes, qui est très présente dans notre droit, avec la question du sujet et de l'objet, qui est très utilisée aujourd'hui, très discutée autour des questions de bioéthique. Et puis la summa divisio aussi, corporelle-incorporelle, qui est une autre catégorie. Et cette summa divisio, elle est intéressante, c'est celle que met en exergue un personnage auquel je m'intéresse, qui est Gaius, un juriste consul romain du IIe siècle après Jésus-Christ, qui a mis en ordre dans un ouvrage qui s'appelle l'Institut toute sa réflexion sur le droit appliqué dans l'Empire romain. C'est là vraiment la division que lui, la summa division que lui reconnaît. Il écrit « Les choses sont corporelles ou incorporelles. Sont corporelles celles qu'on peut toucher, exemple un terrain, un esclave, un vêtement, de l'or, de l'argent, et ainsi de suite. Sont incorporelles les choses qu'on ne peut pas toucher, telles que les choses qui consistent à un droit, une succession, un usufruit, des obligations de quelque manière qu'elles aient été contractées. Et peu importe que la succession contienne des choses corporelles ou que les fruits qu'on retire du fond soient corporels, car le droit de succession lui-même, ainsi que le droit d'usufruit et le droit d'obligation sont eux-mêmes incorporels. Compte également parmi les biens incorporels les droits afférents aux biens fonds urbains et ruraux. Donc vous voyez que dans le droit romain, on ne retrouve pas cette notion du sol et du bien fond comme quelque chose qu'on peut toucher. On est dans quelque chose d'incorporel en fait, si on prend cette lecture-là. Revenons à la summa divisio meuble-immeuble, héritée du droit romain. Cette division devient majeure, elle, pendant le Haut Moyen-Âge. Et on y verra jusqu'à considérer finalement que les meubles sont sans intérêt. Il y a une phrase connue des juristes, res mobilis, res vilis, c'est-à-dire chose mobilière, chose vile, sans intérêt. Seul l'immeuble est source de valeur, car potentiellement producteur de richesse. La société médiévale est extrêmement rurale et agricole. L'immeuble, par excellence, au Moyen-Âge, c'est la terre. La terre est la ressource première, qui assure subsistance et autonomie alimentaire. Pour accéder au statut de bien, une richesse ne doit pas seulement consister en une chose, elle doit en outre être appropriable. Nourricière, la terre est donc le bien suprême. Donc on voit, on va aborder maintenant la question de propriété et surtout de propriété privée. Son histoire est relatée, interprétée, débattue dans une littérature dense, touffue, foisonnante, qui me submerge, je ne vous le cache pas, qui fait que pour l'instant, je suis un peu comme le petit pousset dans une forêt. En effet, je débute cette recherche avec une intuition, une question. Depuis l'architecture, comme discipline, peut-on penser rendre le terrain à la terre? J'ai mis un point d'interrogation par prudence à ma question. C'est une question. Pour l'instant, ce n'est pas un titre ni un sujet. Cette littérature est marquée par l'héritage de Platon et d'Aristote, qui traverse le droit civiliste. L'histoire de ce droit, la philosophie du droit, l'anthropologie du droit, des écrits d'archéogéographes, discipline que je viens de découvrir, des traités de droit et de grammatique, de théophilosophie, et puis
Donc un monde que je découvre tout en découvrant sa langue. Je vais revenir ici pour poursuivre la réflexion sur certains éléments, toujours en articulant le Code civil au droit romain. Et sur le droit romain, je m'appuie sur les instituts de Gaius, qui datent de 160, je vous ai dit rapidement de quoi il s'agissait, et puis sur le Corpus Juris Civilis de Justinien, qui est un ensemble d'ouvrages qui est constitué du digeste, du code, des nouvelles et des instituts, qui lui est un ouvrage de 529, donc Justinien, empereur de l'Empire romain d'Orient, qui essaye de remettre au goût du jour les préoccupations de Gaius et le droit romain tel qu'il a été écrit et analysé par Gaius. Ce travail de Justinien a été redécouvert en Occident à la fin du XIe siècle. Il est extrêmement commenté pendant tout le Moyen-Âge, puis étudié pendant toute la Renaissance. Et il a beaucoup participé à la constitution de notre droit juridique occidental, qu'on appelle le droit romano-germanique. Pour revenir à des questions de propriété privée, on a tous en tête l'article de 1789 qui dit que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le droit naturel, c'est-à-dire ce qu'on appelle les droits naturels, c'est ce qu'on considère être dans la nature de l'homme. Donc la propriété serait dans la nature de l'homme. Être propriétaire serait, selon cette tradition juridique, dans la nature de l'homme. Et elle traverse l'histoire de notre droit occidental, mais bien sûr, ce qui est naturel à l'homme n'est pas toujours éclairé par les mêmes priorités. Cet article, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est complété en 1807 dans le Code Napoléon, à l'article 544, par la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règles. Le fameux article qui semble faire de la propriété individuelle la base absolue de notre société, mais en y mettant une sacrée restriction quand même, pourvu qu'on n'y fasse pas un usage prohibé par les lois, mais on s'appuie assez peu sur cet aspect du texte. Et Jean-Jacques Rousseau réagira dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. Je ne vais pas vous le lire. Le premier qui, ayant un enclos, un terrain, s'avisa de dire « Je vous laisse aller voir ce petit bout de texte très intéressant » et ce livre de Jean-Jacques Rousseau sur l'origine et les fondements de l'inégalité. Le Code civil fait également mention de tous les autres biens, de toutes les autres choses appropriables. Il faudrait conclure. Et c'est que j'ai un bout de texte qui est très important, on verra. C'est-à-dire combien de temps En une minute. Une minute ? Impossible. Alors, je vais aller sur le fait que... Je vais vous lire un texte que je trouve magnifique, pour finir, en faisant un énorme pas sur tout ce qui existe dans le Code civil et qui existe aussi dans le Code, les choses publiques, les choses communes dont on parle tellement aujourd'hui, les choses de personnes. Et parlant des choses de personnes, je vais revenir à un texte que j'ai découvert très récemment sur une nouvelle notion qui est les choses de personnes comme patrimoine, d'un historien du droit qui s'appelle Yann Thomas, que je découvre et qui est passionnant. Une histoire de ces pratiques dévoile un monde étonnamment homogène et abstrait. Selon la jurisprudence des 2 ou 3 premiers siècles de notre ère, où se reformulent des dispositifs plus anciens, c'est sous le rapport presque exclusif d'une valeur patrimoniale et réalisable que les choses se considèrent. Leur régime est d'appartenir régulièrement et d'emblée à une sphère sociale d'appropriation et d'échange qui se manifeste par excellence dans la procédure civile où les biens se qualifient et s'évaluent. Pour que soit ouvertement exposée leur nature juridique de choses évaluables, appropriables et disponibles, il faut que certaines d'entre elles aient été retranchées de l'ère d'appropriation et d'échange, puis affectées aux dieux et à la cité. C'est alors que la jurisprudence d'époque impériale qualifie ces biens selon une formule paradoxale, chose relevant d'un patrimoine qui n'appartient à personne. Res nullius in bonis. C'est alors qu'elle les qualifie aussi de choses dont l'aliénation est interdite, de choses desquelles il n'y a pas commerce. L'institution de réserve sanctuarisée fait apparaître par contraste le reste du monde, qui n'est autre que celui du droit privé comme vierge de sacralité et de religion.
il n'est pas indifférent que pour formuler la nature primordiale et marchande des res, le droit romain ait emprunté le détour de leur mise en réserve, de leur affectation exceptionnelle à la cité ou au Dieu, détour par les aires étroitement circonscrites du public et du sacré, pour organiser et penser l'état de commerce comme antérieur et non inverse. Ce qui m'intéresse dans cette chose définie du droit romain, c'est que peut-être qu'il y aurait quelque chose de possible et d'envisageable concernant le sol, la terre, comme une chose de personne patrimonialisée. Cette notion fait partie, comme le dit Yann Thomas, que les textes qui retracent, je suis vraiment, comme je vous le dis, submergée dans la littérature qui parle de toute cette question de l'histoire du droit. Mais il me semble qu'il y a quelques petites pépites qui seraient intéressantes de relire. C'est ce que nous invite à faire un archéogéographe qui s'appelle Gérard Choquier, qui dit qu'il faut le regarder, il faut faire une relecture du droit romain comme matière non pas endogène, mais exogène à notre monde. Ce que je viens de vous présenter est en l'état, coupé dans tous les sens, le premier défrichage en fait de la matière que j'essaye d'explorer dans le cadre d'une recherche où j'essaye de réfléchir à l'acte de bâtir et à la discipline architecturale au prisme de son contact au sol et donc à la terre à partir du droit romain dans sa catégorisation des choses. Merci beaucoup pour ce bel aperçu de votre recherche en cours. Moi, je trouve qu'il y a des liens qui apparaissent entre vos deux présentations. Peut-être que s'il y a des questions dans la salle, on peut les prendre avant de passer rapidement aux présentations suivantes. J'ai vu Amélie Robert sourire en vous entendant parler de patrimonialisation, parce que c'est un aspect qui est abordé dans la présentation. Merci beaucoup. En fait, moi, c'est une question pour Marie-Clément. Juste, je pense que c'est un problème de compréhension de ma part sur les termes employés, notamment sur la question que vous posez, donc de rendre le terrain à la terre. Moi, j'ai du mal à saisir la question. Je comprends bien que la recherche est en cours et peut-être que j'ai du mal à saisir. Mais est-ce que vous pouvez redéfinir un peu ce que vous entendez par du coup terrain par rapport à cette question de la terre et voilà, je sais pas si le terrain. Le titre m'est venu, pardon, ce titre, on va dire, ce titre tout à fait provisoire, hein, cette notion m'est venue en pensant au terrain, en réfléchissant en fait au sujet du colloque, en me disant mais comment le sol, comment appelle-t-on sol pour un architecte, comment appelle-t-il le sol de la manière la plus évidente? On dit le terrain, en fait. Le terrain du client, quel terrain? C'est cette approche du terrain qui est un morceau de terre, hein. Un morceau de terre donc, qui est coupé, qui est morcelé, qui est le résultat de ce principe de canevas qui est mis sur la terre et sur lequel l'architecte, très souvent, en tout cas dans la démarche que le maître d'ouvrage attend de lui, que le client attend de lui, considère comme une feuille blanche, considère comme un espace à occuper. Et dans les réflexions qui m'animent, dans celles qui m'intéressent, qui serait de se dire mais non, on ne peut pas exclure comme ça, on ne peut pas exclure un morceau de terre de la terre. Donc rendre le terrain à la terre, c'est dans ce sens-là, ne pas l'exclure de la terre, qui est une action, me semble-t-il, qui est très très forte. En tout cas, l'héritage dans lequel je me place en tant qu'architecte est très marqué par cette chose-là. Les choses, progressivement, sont en train de changer. S'il y a une courte question, on peut aussi la prendre avant de passer à la suite. Et puis sinon, on peut passer aux présentations d'Amélie Robert et de Sylvie Lardon, qui portent donc sur des sujets qui peuvent sembler au premier abord tout autres, mais qui abordent tout à fait aussi ces questions de biens communs, de terre, de personnes ou de quelqu'un. Et je vous propose qu'on écoute d'abord Amélie Robert, puis Sylvie Lardon. Merci beaucoup. Donc, je suis Amélie Robert, je suis géographe à l'Université de Tours, à l'UMR Citerre. Et lorsque j'ai réalisé cette étude, j'étais ingénieur de recherche contractuel à l'Université d'Orléans et rattaché au Centre de recherche juridique Potier. J'ai préparé cette présentation avec Roméo Carabelli, qui est ici présent, qui est donc ingénieur de recherche à l'Université de Tours, et a également participé donc Mathieu Gigot, qui est maître de conférence à l'Université de Paris.
Et donc effectivement, ça m'a fait sourire d'entendre le mot de patrimoine, puisque c'est au centre de cette présentation. Donc savoir si le sol peut être un bien commun patrimonialisable. Alors c'est le sol, mais considéré comme ressource plutôt pour le développement de la végétation, comme support de culture. C'est aussi le sol comme ressource foncière qui peut être disputée notamment, surtout aux lisières de la ville, puisque les sols dont je vais parler, ce sont des sols cultivés dans le cadre de l'agriculture urbaine. Donc cette agriculture urbaine, elle rencontre un certain succès en France, plus largement dans le monde, avec des points de vue plutôt positifs, mais aussi quelques détracteurs qui vont souligner son caractère quantitatif anecdotique, son caractère périphérique, par opposition à ceux qui souligneraient que cette agriculture urbaine peut nourrir la ville. Pour autant, d'autres auteurs vont souligner qu'il y a des aspects aussi qualitatifs qui vont être importants dans la production que permet cette agriculture urbaine, donc à partir du sol urbain. Et puis, on peut aussi souligner qu'il y a d'autres apports dans cette agriculture urbaine qui n'est finalement pas qu'une forme d'agriculture, qui n'est pas qu'une simple activité de production, mais qui va apporter d'autres services sur lesquels je reviendrai par la suite. Donc l'agriculture urbaine, elle prend des formes assez diverses. Dans le cadre de notre recherche, on s'est plutôt focalisé sur le maraîchage, notamment parce qu'il s'agit d'une activité qui est assez ancienne au sein de Tours Métropole Val-de-Loire, qui était notre terrain d'étude. Et en effet, cette recherche, elle a été conduite dans le cadre d'un projet qui a été axé sur le patrimoine de proximité, donc qui s'intitulait Patrimoine culturel de proximité bien commun pour la construction territoriale, donc qui est un projet financé par la région Centre-Val de Loire. Et donc d'où le fait que l'on questionne ces sols cultivés, à savoir si ce sont des biens communs et qui peuvent être patrimonialisés. Donc l'idée, c'était de savoir si les maraîchers en question se réclamaient de l'ancienneté locale de leurs pratiques, donc plus que le sol en tant que tel, c'est plutôt ce que porte le sol que l'on a questionné, et si le maraîchage pouvait faire l'objet d'une patrimonialisation, donc si ça pouvait être ce bien commun patrimonialisable. Notamment, la question se posait en lien avec la vigne, qui est aussi étudiée dans le cadre du projet donc PVC, et où effectivement on peut observer une certaine patrimonialisation. Donc là, l'idée c'était de savoir si c'était la même chose pour le maraîchage. Donc voilà. Donc ma présentation, elle sera divisée en 3 parties. Je vais tout d'abord revenir sur le terrain et la méthodologie que l'on a suivie. Puis nous verrons que les sols maraîchers, ce sont en effet des sols partagés. Et dans la 3e partie sera questionnée la patrimonialisation de ces sols maraîchers. Alors le terrain et la méthodologie. Donc c'est dans le Val-de-Loire que l'on s'est centré, parce que le maraîchage y occupe une place particulière de manière historique. Ça fait aussi notamment partie des éléments qui font que la Loire a été inscrite pour partie au patrimoine mondial de l'UNESCO, le maraîchage ayant été reconnu comme une pratique locale ancienne. On s'est plus particulièrement focalisé sur la métropole de Tours, donc Tours Métropole Val-de-Loire, et plus particulièrement sur 3 communes qui sont les communes de La Riche, Berthenay et Saint-Genoux, que vous voyez ici, qui sont 3 communes entre Loire et Cher, et qui sont à proximité donc directe de la métropole, de la ville de Tours. Donc Tours, c'est une ville moyenne, donc il nous paraissait intéressant de questionner cette agriculture urbaine, la place de cette agriculture urbaine dans ce type de ville. Elle est à la tête donc d'une métropole qui a été créée récemment et qui intègre donc ces 22 communes que vous voyez ici figurer sur la carte, dont les 3 que nous avons étudiées. Cette zone d'étude, ces 3 communes entre Loire et Cher, la particularité, c'est que ce sont des sols cultivés qui ont été relativement préservés, malgré une extension de la ville qui s'était accélérée dans les années 1970 et surtout 1980.
En fait, alors c'est plus récemment, hein, cette zone a été considérée pour partie en zone inondable, ce qui fait que finalement la progression de la ville est en quelque sorte stockée, hein, notamment suite aux crues qui étaient survenues en 1992, hein, dans le cadre donc, du plan de prévention des risques d'inondation. L'urbanisation a été stoppée dans la vallée et elle progresse à l'inverse sur les plateaux. Donc on est dans des vallées inondables hors agglomération, hein, où on a un espace agro-naturel, hein, qui est ainsi préservé et où donc cette pratique maraîchère peut donc se poursuivre. Elle se poursuit d'autant plus que c'est une activité qui est inscrite dans le projet urbain de la métropole. Donc en effet, la métropole souhaite promouvoir les circuits courts, ce qui répond à une demande des habitants, une demande locale, mais qui se perçoit plus généralement en France et même aussi au-delà. Donc c'est en lien avec une perception, ça découle sur une perception plutôt positive de l'agriculture urbaine. On va avoir une vision beaucoup plus systémique, donc intégrant les sols davantage comme producteurs de denrées alimentaires, donc dans les cadres des projets alimentaires territoriaux. Donc ce qui se développe dans le cadre de ce projet urbain faisant place désormais à l'agriculture urbaine, c'est surtout le maraîchage, parce qu'il apparaît comme un secteur plutôt stratégique à soutenir pour la métropole, parce qu'un secteur fragile économiquement, mais aussi socialement important, puisque permettant de fournir des aliments frais aux citadins. Une particularité pour notre zone d'étude, c'est qu'elle intègre un territoire, alors qui n'est pas l'ensemble des 3 communes, hein, un territoire restreint dans ces 3 communes, qui souffre d'une réputation de zone de non-droit, donc un territoire qui a été plutôt approprié de manière anarchique, où des constructions ont pu être faites de manière appropriée de manière illégale, et dont la métropole essaie en fait de se réapproprier le territoire parce qu'il s'agit d'une zone inondable, donc où les constructions sont normalement non autorisées. Donc le maraîchage est un moyen finalement de réinstaller une activité, de se réapproprier le territoire, sans pour autant construire quelque chose. Donc dans le cadre de notre recherche sur ces 3 communes, on s'est intéressé au point de vue des maraîchers. Donc pour cela, on a mené des entretiens semi-dirigés qui ont été aussi complétés par des observations in situ. Donc on a interrogé 15 maraîchers, donc uniquement des professionnels, mais de différents profils. Donc ils ont entre 25 et 82 ans, ce sont des hommes ou des femmes. Certains sont en activité, d'autres sont en recherche pour acquérir des terres, donc pour développer leur activité, d'autres sont retraités, parce que pour nous il était intéressant d'avoir un point de vue historique sur la pratique. Certains ont repris l'activité familiale, d'autres non, d'autres sont des néo-maraîchers, qui avaient d'ailleurs auparavant souvent d'autres activités professionnelles. Certains sont en agriculture conventionnelle, d'autres pratiquent l'agriculture raisonnée, d'autres encore de plus en plus se tournent vers l'agriculture biologique. Et ils ont des surfaces cultivées qui sont aussi assez variables, donc de un peu plus d'1 hectare jusqu'à 15 hectares. Donc on a ainsi une diversité de profils, et l'idée c'était de savoir s'ils avaient une même vision du maraîchage, et notamment si leur pratique participait donc d'un bien commun, si les sols maraîchers pouvaient être des sols partagés. Donc de manière générale, on peut considérer que les sols maraîchers, ce sont effectivement des sols partagés, ils relèvent de biens communs parce que ce sont des sols productifs, donc qui permettent de produire des ressources et ainsi d'alimenter la ville, donc qui ont des apports directs pour d'autres populations, d'autres que ceux qui possèdent la terre. Avec une volonté souvent recherchée pour ce maraîchage de proximité à la ville, proximité avec le citadin consommateur. Donc on est là dans le cadre de services écosystémiques d'approvisionnement, donc l'agrosystème qui va rendre des services à d'autres, à la population voisine. Mais cette agriculture urbaine, ce maraîchage, il a d'autres apports également autre que le propriétaire de la parcelle, dans le cadre des services écosystémiques
culturelle, puisque le maraîcher va en fait participer à l'entretien des paysages. On voit à travers ces quelques photos, hein, c'est plutôt assez... je me dépêche. C'est plutôt assez esthétique, les parcelles de maraîchers. Et puis, plus globalement, effectivement, c'est ce que l'on perçoit hein, pour l'agriculture urbaine, hein, dont Wegmüller et Pink-Duchman nous soulignent que c'est pas simplement la sécurité alimentaire que cela permet, c'est aussi une contribution aux loisirs, aux réseaux sociaux, à l'embellissement. On peut ainsi rapprocher les espaces cultivés des espaces verts urbains, puisqu'ils vont rendre un peu les mêmes types de services. Hein. On l'observe par exemple pour les jardins familiaux qui deviennent des lieux de promenade, des lieux de sociabilité, d'éducation. Pour autant, pour le maraîchage, on peut émettre quelques réserves, puisqu'on a des surfaces qui sont peu étendues. Et puis surtout, on peut souligner une perte du caractère esthétique, parce que souvent, cette pratique du maraîchage, elle se fait sous serre. Et donc, on va avoir avec les serres, hein, non seulement les serres ne sont pas forcément très esthétiques, mais en plus, elles peuvent obstruer les vues. C'est aussi, on peut aussi considérer ces sols cultivés comme un bien commun, puisque ça s'inscrit dans le cadre d'un projet collectif qui est soutenu, voire même parfois mis en place par les collectivités, notamment par la métropole, dans le cadre donc, des projets alimentaires territoriaux. Hein, l'action de la métropole et notamment de la ville de La Riche, eh bien, est d'aider certains maraîchers en leur mettant à disposition des parcelles hein, qu'ils vont louer, donc notamment dans cette zone de non-droit qu'ils essayent de se réapproprier. Donc ça, c'est le point de vue plutôt général. Qu'en pensent nos maraîchers ? Le sol leur apparaît véritablement comme un bien commun, avec l'idée que, ce que le souligne l'un des maraîchers, hein, la terre ne m'appartient pas. Donc le sol apparaît en tant que tel, apparaît véritablement comme un bien commun, avec toutefois quelques avis qui peuvent être un peu plus distancés, un peu plus critiques. L'un des maraîchers qui pratique une agriculture raisonnée soulignait par exemple que les gens pensent que tout ce qui est autour de chez eux est à eux. Donc, disons un peu, voilà, un peu... On sent un peu l'animosité qu'il peut y avoir derrière son propos. Et plus largement, c'est pas que le sol, c'est aussi ce que porte le sol, hein, et c'est les cultures que porte le sol et les paysages qui sont ainsi créés. Toutefois, pour les maraîchers, eh bien, ils ont l'idée que le paysage qu'ils façonnent, il n'est pas si esthétique que ça. Est-ce que le maraîchage embellit ou pas ? Je me dis que nos serres sont pas très belles. Il y a quand même voilà cette idée-là que il peut y avoir des avis plus positifs, émanant plutôt de maraîchers en permaculture. Donc l'un d'eux souligne que l'agriculture crée un paysage plus diversifié quand tu es maraîcher, surtout en permaculture. Il y a aussi des avis plus critiques, donc c'est toujours le même maraîcher qui est un peu plus critique. Je n'entretiens pas le paysage pour le bon plaisir de tout le monde, je ne suis pas là pour ça. C'est un peu plus mitigé. Donc l'idée après, c'était de savoir si ce sol plus ou moins partagé peut être associé à une idée de patrimonialisation. Donc, comme je l'ai souligné, hein, le maraîchage est une activité ancienne, donc particulièrement dans le Val-de-Loire, particulièrement dans les communes que l'on a étudiées. Et donc c'est plutôt une pratique héritée dont on trouve des marques dans le paysage, hein, c'est les tonnes à eau que vous pouvez voir ici sur les photos. C'est aussi des rails qui étaient utilisés pour transporter les légumes récoltés ou bien pour arroser. Et c'est aussi les châssis, hein, les serres aussi en verre, etc. Il y a plusieurs éléments hein, qui sont encore visibles dans le paysage. Et donc la question c'était donc de savoir si bien le fait qu'on ait ces éléments de patrimoine toujours présent, est-ce que ça pourrait être un faire-valoir comme on l'observe pour les vignobles où on va restaurer les loges de vigne, on va restaurer les pressoirs par exemple, les mettre en avant pour montrer que c'est une pratique ancienne et que ça participe de la qualité de la production. Là en fait non, il n'y a pas de sens associé aux pratiques passées, il n'y a pas d'intérêt manifesté par les maraîchers de les préserver. Peut-être parce que les pratiques ont évolué, que donc voilà. Donc sur les tonnes à eau, hein, certains soulignent c'est joli, c'est étonnant, mais quand on pose la question de les conserver, il y en a qui nous disent c'est bon pour la ferraille. Et ce qui ressort globalement, c'est que si on les conserve, il faut expliquer à quoi ça sert, et surtout il faudrait même leur trouver une autre utilité en fait. Donc les conserver pour les conserver, ce serait mieux de les conserver pour les utiliser. C'est des structures classiques. Je suis pas en admiration. Je ne suis pas sûre que je m'indignerais d'une destruction. Et globalement, pour tous, hein, c'est ce qui ressort, que ce soit des néo-maraîchers ou des maraîchers qui ont hérité de l'exploitation familiale.
C'est la même chose pour les serres, il faut que ce soit démonté, en plus c'est dangereux parce que c'est des structures en bois hein, et les serres étaient en verre. Pareil pour les rails, hein, c'est plus pour la mémoire, c'est joli à regarder, c'est marrant, mais voilà, si ça gêne l'exploitation, eh bien on n'hésite pas à les enlever. Pour les maisons de maraîchers, l'un nous souligne qu'elles sont hideuses, construites dans les années 1960-1970. Donc il n'y a pas, ce que soulignent tous, c'est qu'il n'y a pas finalement d'histoire collective associée, appropriée. Voilà, il n'y a pas une volonté de revendiquer cette histoire du maraîchage, cette histoire locale du maraîchage. Et l'un des maraîchers nous soulignait que la preuve est qu'on expulse les agriculteurs pour urbaniser. Donc pour lui, c'est la preuve que voilà, ça, c'est pas finalement si un patrimoine si important que cela pour tout un chacun. Ouais, très bien. Donc globalement, eh bien, le sol apparaît comme un bien commun parce que c'est ce qui permet de produire les cultures et les maraîchers sont conscients que c'est un patrimoine dont ils héritent et qu'ils ont à transmettre. Ce qui ressort peut-être plus sur les maraîchers qui pratiquent l'agriculture biologique, la permaculture. C'est aussi un bien commun parce que ce sont des paysages qu'ils façonnent et qu'ils livrent à tout un chacun, même s'ils en soulignent le caractère plutôt inesthétique. Au-delà, c'est une pratique, le maraîchage et l'agriculture urbaine, qui jouit d'une image plutôt positive, hein, qui renvoie à une demande des citadins, qui bénéficie du soutien de la métropole. Chose particulière, et là je voulais faire le lien avec le Burkina Faso, où par exemple, eh bien, ce que l'on perçoit, ce soutien des politiques publiques, on ne le perçoit pas sur tous les terrains. En l'occurrence, pour le cas du Burkina Faso, il n'y a pas forcément de soutien des politiques publiques pour l'agriculture urbaine. C'est pas le cas en France. C'est une pratique ancienne, mais pour autant, il n'y a pas de patrimonialisation, il n'y a pas de volonté de sauvegarder ces biens hérités. Finalement, eh bien, pour faire du maraîchage un bien commun qui soit approprié par tous, c'est pas ce qui ressort, c'est que ça ne passera pas par l'historicité de la pratique, mais c'est peut-être plutôt autour des services rendus par ces sols cultivés, ces services qu'ils peuvent rendre à l'ensemble des citadins et autres, à travers l'alimentation, à travers les paysages, à travers le marketing territorial aussi. Voilà, merci de votre attention. Merci, Anaïs. Bon, merci beaucoup. Donc, moi, je vais avoir un regard un petit peu décalé parce que je vais parler des jardins potagers privés et me poser tout à la fin la question de est-ce que ça peut faire commun. Donc, je suis chercheur à l'INRAE et j'enseigne à AgroParisTech à Clermont-Ferrand. Pardon. Et j'ai travaillé avec ma collègue Marie Houdard et puis Lise Lalanne, qui est la directrice de la Régie de territoire des Deux Rives, je vais en parler tout à l'heure, et tous les stagiaires avec qui nous avons travaillé sur les jardins ces dernières années. Donc l'histoire commence avec le projet PSDR Inventé. C'est un projet, on va dire, pour simplifier, de recherche-action, que j'ai piloté avec le directeur du parc Livrados à Forez et qui s'est intitulé « Inventons nos territoires de demain ». Et donc, on a travaillé avec le Grand Clermont, autour de la métropole clermontoise, et le PNR Livrados-Forez. Donc, cette articulation entre un territoire urbain et un territoire rural. Et on était dans le projet PSDR Inventé autour de l'alimentation, un peu comme levier de développement territorial. Et il s'est trouvé que dans le même temps, c'est-à-dire en 2017, ce territoire du Grand Clermont et du PNR Livrados-Forez était labellisé projet alimentaire territorial. Donc on s'est retrouvé à travailler avec les mêmes partenaires dans un programme d'action commun. Et nous, on avait développé des démarches participatives de jeux de territoire. Je ne vais pas en parler là maintenant, mais ça nous permettait de travailler avec les acteurs sur le terrain et de mener finalement des actions sur les jardins. Parce que, en fait, quand on a fait les démarches participatives, les entretiens avec les acteurs sur le terrain, autour de la question de l'alimentation, finalement, est arrivée l'idée que les jardins pouvaient être un lieu de l'autonomie alimentaire dans le projet alimentaire territorial. Donc, du coup, quand même, c'est à peu près, je pense, le seul projet alimentaire territorial de France qui
à monter un groupe projet, puisqu'en fait, il fonctionne sous forme de groupe projet pour mettre en œuvre l'orientation du PAT, qui a monté un groupe projet jardin et alimentation. Et donc, on a collaboré avec toutes les structures, entre autres accompagnatrices de jardiniers, sur initialement la question, est-ce que les jardins peuvent être des lieux d'autonomisation de l'alimentation dans le territoire? Et donc, les premières réflexions ont vraiment porté sur l'idée que ce qu'on voulait, c'était des échanges entre les différents jardiniers, que peut-être les jardins pouvaient être des lieux d'apprentissage collectif, et s'inscrire aussi dans les événements culturels comme Clermont-Ferrand, capitale européenne de la culture en 2028. Donc voilà, toutes ces dimensions à la fois culturelles, à la fois économiques, sociales, etc. Et donc, ce qui nous a amené progressivement dans le cadre du projet de recherche, de nous rendre compte que on était rentré par la question de l'alimentation, projet alimentaire territorial, mais finalement, les jardins sont apparus comme des objets spatiaux intégrateurs, parce que tout le monde avait quelque chose à dire sur les jardins. Et quand on allait sur le terrain poser la question aux gens, où est-ce que vous vous approvisionnez? On s'attendait, on va au marché biologique du coin, ou on va dans les grandes surfaces, mais ils nous répondaient, dans mon jardin. Et donc, c'est vraiment ressorti comme quelque chose d'important. Alors, il faut quand même dire que on travaillait plutôt sur les espaces ruraux. Donc, c'est peut-être une propriété plutôt des ruraux que des urbains. Ceci dit, on va voir que ça peut se compléter. Et donc voilà, l'importance des jardins dans ce qui nous a amené à mettre en place une action sur les jardins, donc comme je vous le disais, dans le cadre du PAT, et avec un acteur que je qualifie d'hybride, qui est la Régie de territoire des Deux Rives, qui est en fait une association qui a une triple fonction. Ils ont des serres, ils produisent en agriculture biologique. C'est aussi un lieu d'insertion professionnelle pour les gens un peu en rupture d'emploi, donc qui travaillent dans la serre, et puis maintenant ils ont d'autres activités, genre entretenir les chemins dans la métropole. Et c'est aussi un espace de vie sociale, donc ils ont une fonction d'animation territoriale. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que pour moi, ils ont à la fois le lien presque à la terre, mais surtout aux acteurs locaux, aux habitants, enfin au Quidam, et puis ils ont aussi une reconnaissance institutionnelle parce qu'ils peuvent parler aux élus, aux acteurs du projet alimentaire territorial, et ils nous ont un petit peu aidés aussi à justement contribuer à une vision d'une collaboration entre les territoires urbains et ruraux, qui n'était pas seulement la vision de l'urbain qui voit c'est clairement le bassin de consommation, et les PNR, ça va être nos lieux de production, mais plutôt de voir ça comme des mises en réseau d'acteurs et de liens entre les producteurs, les consommateurs, etc. Donc, progressivement, on a mis en place des stages et des encadrements d'étudiants, qui ont mis en évidence que, évidemment, il y avait la production alimentaire, mais c'était peut-être pas ça le principal aussi. Il y avait aussi le fait que, finalement, au travers du jardin, on apprenait à avoir des pratiques agricoles peut-être un peu plus respectueuses de l'environnement, avec des questions autour de l'usage de l'eau, des semences anciennes, etc. Et puis aussi toutes les dimensions des pratiques de sociabilité, avec les dons, les échanges, etc. Donc on a travaillé cette dimension plus multifonctionnelle, et au travers du lancement d'un réseau des jardiniers, en fait, à la demande des jardiniers avec qui on travaillait, on faisait des entretiens sur le terrain, qui ont dit, nous, on voudrait échanger, nous, on voudrait faire des visites croisées entre jardiniers pour justement échanger sur nos pratiques et expérimenter des nouvelles choses.
Et bon, je vais peut-être pas développer non plus, mais l'idée aussi, c'est que en fait, de réseau de jardiniers en réseau de jardiniers, en fait, ça permet de relier avec différents réseaux, comme le réseau de coups de pouce qui est porté par le Livradois Forêt, l'association des jardiniers, etc. Et donc, voilà, cette idée que finalement, il peut y avoir des échanges de savoir, donc initialement on pensait entre urbain et rural, mais aussi entre amateurs et professionnels, parce que finalement l'expérimentation dans les jardins sur comment on fait quand il n'y a plus d'eau avec la sécheresse, ça peut intéresser aussi les maraîchers qui s'installent. Voilà. Et donc les jardins, est-ce que ça contribue à la résilience des territoires? Donc Maïwen l'année dernière a fait son stage et on a essayé d'aller voir les jardiniers dans le réseau des jardiniers et puis de voir comment ils pratiquaient. Bon, on est tombé en pleine période Covid, donc au lieu d'aller sur le terrain voir les jardiniers, on leur a proposé un protocole photo. C'est eux qui prenaient les photos dans leur jardin et qui nous envoyaient les photos. Et on avait l'idée de caractériser un petit peu des cas types de jardiniers en se disant, ben voilà, un nouveau jardinier qui veut s'installer et tout ça, peut-être que s'il avait en référence un modèle entre guillemets de jardin, et ça pourrait l'aider à avoir une référence, éventuellement contacter la personne, avoir des conseils et donc de se projeter dans cette nouvelle pratique ou avec des nouvelles justement pratiques plus environnementales. Donc voilà, je vais pas développer sur le protocole photo, mais ce qui était assez intéressant, c'est que bon, on a trouvé plusieurs jardiniers qui sont rentrés dans la problématique et qui nous ont mis aussi en évidence beaucoup les dimensions de dons et d'échanges entre les personnes. Bon, l'importance aussi des outils de jardin, etc. Et on a continué cette année toujours sur cette question de la résilience du territoire autour des jardins potagers. Donc Rémi a fait des entretiens auprès de 38 jardiniers privés sur tout le territoire du PAT, du projet alimentaire territorial, et avec des contextes géologiques, climatiques et paysagers variés, puisqu'on va de la chaîne des Puys jusqu'au contrefort du Forez. Et on a un gradient urbain-rural qui finalement caractérise en quelque sorte les types de jardins qu'on peut trouver, les types de jardiniers, et donc aller sur cette construction des cas types de jardins privés pour donner un peu le panel des possibilités. Bon, on a aussi tenté un petit peu de voir que si les monuments historiques qui avaient des jardins valorisaient cette dimension-là plutôt sur la dimension économique et attractivité touristique. Et donc, voilà, pour donner quelques éléments, le gradient urbain-rural des types de jardins, en fait, si vous voyez la coupe géologique, enfin pas géologique, mais si, bon, un petit peu, plutôt relief, donc de la chaîne des Puys jusqu'au Livradois et au Forez. En fait, on a caractérisé différents types de jardins et de jardiniers selon les pratiques qu'ils avaient. Bon, alors on a appelé pratiques agroécologiques. Quand les jardiniers ne retournaient pas la terre et ne laissaient pas la terre à nu pendant toute une période. Et en fait, on a caractérisé différents types selon la proximité à la ville, où en général, on a plutôt des surfaces de jardin très petites, puisqu'il y a un problème foncier, et plutôt des personnes actives, alors qu'on peut avoir dans le rural des surfaces plus grandes et peut-être plus de retraités qui ont plus de temps et donc plus qui mettent en évidence plus la dimension alimentation. Mais en tout cas, ça nous a amené, par exemple, à formaliser des cas types comme les jardins potagers agroécologiques du Livradois. Donc c'est dans la commune de Tréziou. C'est une petite surface de 10 mètres carrés.
et où les motivations, c'est faire ses propres cultures de manière artisanale, sans intrants chimiques, et où les différentes fonctions du jardin, environnementales, alimentaires, sociales et de détente sont plus ou moins importantes, et avec, par exemple, des bacs de permaculture. Donc, on a trouvé à la fois des jardins de très petite surface avec la permaculture, ou plutôt des grands jardins, parce que justement, on a le temps, en étant retraité, de travailler et de produire beaucoup sur le jardin. Sinon, avec les jardins potagers des monuments historiques, ça fait aussi partie justement de l'attractivité pour eux du château ou du monument, d'avoir les jardins un peu comme lieu esthétique aussi, mais aussi le potager éventuellement à destination aussi des habitants du territoire, donc une dimension plus collective et toujours alimentaire. Donc peut-être presque pour finir, parce que j'ai pas encore parlé de commun, l'idée progressivement on en est arrivé à cette idée que les territoires, les jardins, c'était vraiment des lieux d'apprentissage collectif, des lieux d'échange de pratiques, des lieux de discussion, etc. Et on l'a beaucoup instruit au travers des visites, c'est pas encore fait. C'est l'idée justement de croiser les visites entre l'urbain et le rural, parce qu'on n'a pas du tout la même vision des jardins quand on est en espace urbain ou en espace rural. Et donc, au début de l'année, on a fait une rencontre école de vie de la ville et des jardins, où on a présenté un peu ces résultats des jardins plutôt ruraux auprès de la ville, puisque c'était dans le cadre des rencontres Ville apprenante Clermont-Ferrand. Et l'année prochaine, en janvier, on continue sur Apprendre le vivant, et avec cette double dimension de peut-être aller voir, par exemple, le jardin de l'école de Saint-Julien-de-Coppel, qui est à Billon Communauté, un peu plus loin ici, où il y a des activités dans le jardin de l'école en coopération entre la mairie, l'équipe pédagogique, le directeur de l'école, les parents, les enfants, etc. Et donc aussi ces dimension plus transgénérationnelle et interculturelle. Et donc, tout ça pour se poser la question, est-ce que finalement, les jardins ne sont pas des nouveaux communs dans la mesure où il y a pas mal de choses qu'on partage autour des jardins. Et donc, on s'est posé la question de ce qui fait commun dans les jardins, et en utilisant la théorie des communs, mais de manière un peu plus complexe que d'habitude, puisque, en général, les communs dans STOP, c'est croiser les ressources, les règles et les modalités de gouvernance. Et avec une de mes étudiantes qui était en thèse et qui a travaillé sur le terrain au Brésil, en fait, on a croisé ça avec des dimensions plus transversales de la complexité, des valeurs universelles et des préoccupations de renouvellement. Et on a essayé de se poser la question, qu'est-ce qui fait, est-ce que les jardins relèvent de modalités de gouvernance qui sont communes? Est-ce que les acteurs se préoccupent, par exemple, du renouvellement de la ressource, etc. Et voilà, on va pas rentrer dans le détail, mais essayer de se poser systématiquement la question, finalement, est-ce que on a des éléments dans la manière dont les acteurs se préoccupent des jardins? Et donc, peut-être ce qu'on peut dire, et on l'a vu aussi, on a travaillé de la même façon sur la forêt et sur la transition écologique en forêt. En fait, on s'aperçoit que de plus en plus, il y a des préoccupations communes, des intérêts communs, l'envie d'échanger des savoirs, progressivement, ça se transforme en action commune et en apprentissage collectif, et finalement qui font des territoires plutôt des territoires de vie, et qui s'inscrivent dans des projets de territoire qui sont bien ancrés sur le sol. Merci. Merci beaucoup Sylvie.
Je pense que on a vu dans vos présentations que la terre était à la fois une puissance, un agent plus qu'humain quand il est mélangé à de l'eau, que c'était un bien, mais un bien peut-être de personne, que ça pouvait être un patrimoine, qu'il y avait des questions sur cette caractérisation possible de bien commun qui structure beaucoup de réflexions actuellement. Et je pense qu'on peut avoir un petit temps de questions sur les deux présentations d'Amélie et de Sylvie, et puis éventuellement aussi des questions plus transversales si vous en avez, pour terminer la session. Et si vous en avez pas, moi j'en ai quelques-unes. Mais ouais, je lis, et puis après... Merci beaucoup pour les présentations. J'ai une question pas transversale du tout, puisque je serais intéressée par savoir le protocole de photographie. Si vous pouvez en dire 2 mots, Sylvie Lardon, s'il vous plaît. Oh là. Vraiment 2 mots, parce que je sais pas si j'ai le temps de remettre. Il doit être là. Ouais. En gros, on a travaillé avec un photographe qui était dans la salle ce matin. Et puis, c'était vraiment l'idée de comment est-ce qu'on montre aux autres, comment est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on transmet en quelque sorte ce qu'on est en train de faire. Donc, on leur demandait d'avoir un suivi des vues du jardin pour savoir si on était plutôt sur un jardin attenant à la maison au centre du village ou si on est plutôt sur un jardin au bord de la rivière, en dehors, etc. Et puis après, c'était leur variété favorite. Éventuellement, l'évolution d'une portion de jardin, parce que souvent, le jardin en lisière, c'est aussi... peut-être un espace plus en friche, etc. Donc, on voulait voir ces évolutions-là. Bon, la dimension aussi de comment est-ce que je me nourris, donc de la cueillette à l'assiette. Les aspects de dons et d'échanges avec les voisins, avec la famille, etc. Le partage de la récolte. Et puis, les outils, parce que, justement, on voulait pas rentrer avec... on prend que les jardiniers qui ont des bonnes pratiques, entre guillemets. On est parti avec l'ensemble des jardiniers qui étaient intéressés. Et donc, au travers des outils, on pouvait voir justement s'ils avaient plutôt le motoculteur ou s'ils avaient plutôt la grelinette pour retourner. Et en fait, on leur proposait le protocole photo. Donc, derrière, il y avait des fiches un petit peu plus techniques en leur disant des conseils pour prendre les photos et des échanges avec les étudiants pour qu'ils nous renvoient. Bon, j'ai tous les documents du protocole photo, je pourrais vous les passer si ça vous intéresse. Mais ça a bien fonctionné sur l'année dernière. Oui, ce serait une question pour Amélie. J'aurais voulu revenir sur cette question du patrimoine par rapport au maraîchage autour de Tours. Vous nous avez dit donc ce sont surtout des objets au travers desquels vous avez interrogé cette question du patrimoine, donc les rails, les tonnes à eau, les serres. Mais on imagine bien que ces terres maraîchères qui sont cultivées, façonnées depuis des générations de maraîchers, c'est le sol lui-même qui pourrait faire patrimoine, avec, on imagine, une pratique d'amendement fumier, enfin. Donc un vrai façonnement de cet espace maraîcher. Et est-ce que donc cette dimension du sol comme patrimoine, vous avez pu la questionner, l'aborder avec ces maraîchers? Oui, c'est ça. Je suis peut-être passée rapidement, mais effectivement, c'est plutôt le sol en tant que tel qui est considéré comme un élément dont on hérite et que l'on souhaite transmettre. Après, ça n'a pas forcément été souligné par tous les maraîchers. Voilà, il y avait, mais effectivement, c'est plus le sol qui apparaît comme le bien, le patrimoine finalement. Mais à part ça, il n'y a pas par rapport à la pratique en tant que telle, il n'y a pas cette volonté de revendiquer un passé de la pratique. Ça n'apparaît pas. Alors on l'a questionné à travers les objets qui montrent cette histoire sur le territoire. Mais au-delà de ça, c'est même la pratique. Enfin, il y a vraiment l'idée que il n'y a pas un passé revendiqué, quoi. Oui, merci pour vos présentations. J'avais également une question non transversale pour Sylvie Lardon.
Je me demandais si vous aviez commencé à intégrer ou prévoyez d'intégrer dans la recherche la question de la répartition géographique, mais aussi de la structure, de la typologie en fait de ces jardins, de leur lien avec l'habitation. Donc vous l'avez évoqué avec des jardins qui sont autre part dans un centre-bourg par exemple, ou et également du coup sur à la fois sur réseau spatial, mais également dans le temps, comment est-ce que certains jardins sont parfois peut-être plus anciens, donc plus grands, s'ils correspondent à une phase d'urbanisation particulière, voilà, plus resserrés dans des parties de villes plus anciennes, etc. Je me demandais voilà, si c'était une question qui était intégrée ou pas. Peut-être juste un élément de réponse. Effectivement, la morphologie des jardins, ça fait partie. En gros, on avait, je sais pas combien d'indicateurs par jardin, dont la morphologie, dont les motivations des jardiniers aussi, enfin tous ces éléments-là. Et effectivement, on fait pas le jardin de la même façon quand il est au pied de sa maison ou quand on doit se déplacer pour y aller. Quand on est en territoire ruraux et puis en ville, bon, c'est toutes les dimensions de trouver les surfaces foncières, etc. Et donc, oui, c'est à chaque fois on caractérisait les types de pratiques par rapport à la morphologie des jardins. Donc, je pourrais détailler sur les différents types, mais sinon la dimension temporelle, on l'a plutôt cernée. Pas tellement au travers des jardins, mais plutôt des jardiniers eux-mêmes, leur ancienneté dans la pratique du jardinage et toutes les dimensions de transmission d'une génération à l'autre, parce que très souvent c'était je jardine parce que mes parents, mon grand-père m'ont appris, etc. Donc on s'est plus intéressé à la dimension du rapport du jardinier au temps que l'évolution des jardins eux-mêmes. Moi, j'ai une question pour Luc, enfin une double question pour le Burkina, c'est-à-dire la facilité d'accès pour quelqu'un d'extérieur à cette compréhension de mécanismes liés à des rituels, des maîtres de la terre, comment c'est passé et ça, c'est le premier point. C'est un peu bateau, hein, je suis désolée. Mais puis le deuxième, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que ces pratiques existent toujours, mais sont plus invisibles par rapport à la société du XXIe siècle? Merci. Alors, ça marche? Ouais. Bon, la première question, comment c'est passé? C'est assez simple. Vous y allez, et puis vous rencontrez des gens. Après, je veux dire, il y a des gens, c'est plus ou moins abordable, mais enfin, c'est quand même relativement simple pour peu qu'on y aille sans, comment dire, simplement, je dirais tout. Voilà. Pour peu qu'on accepte de partager, de changer de vie pendant un temps. Disons. Enfin, je ne sais pas comment répondre à une question comme ça. Mais en fait, surtout, si la chose importante, c'est que c'est le temps. Vous y allez, puis vous y retournez, et vous y retournez encore, et encore. Voilà. Et donc, c'est les années de travail qui font que les choses, d'abord dans votre tête, commencent à se tricoter, puisque vous abordez des logiques qui ne sont pas du tout les vôtres, et donc il faut petit à petit commencer à tricoter ce que vous pouvez en comprendre de ces logiques. Donc quelles sont les logiques à l'œuvre et quelles sont les relations qu'on fait entre les choses, voilà, quel est le sens de ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots, etc., etc. Donc on aborde une langue, on aborde une manière de se représenter le monde, etc., etc. Donc c'est le temps qui est très important et qui fait qu'on change ces interrogations, ces questions, j'entends, et qu'on peut petit à petit se présenter, même face à des gens qu'on n'a jamais vus justement et qui vous ont donc jamais vu, se présenter en disant bon,
Voilà, ça fait un petit moment que je suis là. Alors j'ai compris ça comme ci, comme ça. Voilà, voilà, mais j'en suis là. Et qu'est-ce que vous pensez de cette affaire-là? Parce que moi, ça me questionne. Voilà. Et puis on lance les choses comme ça. Après, la seconde question, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Puisqu'en fait, je suis désolé, je pense que j'ai pas du tout bien serré ce que je voulais vous dire, parce qu'effectivement, le propos, c'était de voir comment m'intéresser de poser le sol non pas comme une ressource, parce que là on n'est pas du tout dans une question de ressources, mais comme l'objet de relation et comme à regarder du point de vue du relationnel qui met en branle dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Évidemment, toujours du relationnel, mais il a changé. Il y a la modernité, il y a l'avancée de la propriété privée. Alors je vais en donner très vite deux petits exemples. Le maçon, fin des années 80, quand je travaille, j'entends parler de maçons qu'on appelle non plus des maîtres du banco, ces gens, mais des maçons d'argent. Maçons d'argent, c'est-à-dire qu'ils se font payer pour leur travail. Le précédent, dont j'ai très rapidement parlé, ne se fait pas payer pour son travail, il est dans une logique d'entraide et de réciprocité du travail. Donc il travaille, on lui donne à manger et c'est tout. Voilà. Donc on est dans une société où la notion de travail rémunéré n'existe pas. Voilà, on est sur d'autres modalités. Maçon d'argent, la référence, là, elle est radicale. Et ce maçon d'argent, il ne construit plus en banco. Il va construire au début. Construire en banco, c'était du modelage, c'est de la terre humide qu'on façonne. La phase suivante, c'est des briques d'adobe, c'est des briques de terre crue séchée qu'on va faire. Bon, je passe rapidement. Et ensuite, c'est la tôle ondulée à la place du toit terrasse. Et puis ensuite, c'est le parpaing béton. Bon, tout ça, c'est le maçon d'argent qui va prendre en charge ça avec changement de la forme d'habitat. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que la dénomination est géniale parce qu'en fait, tout est dit. Le référent n'est plus le même. Monétarisation de la société. Négation totale des principes qui précèdent, changements radicaux. Société qui se casse la figure, et que j'ai vu se casser la figure donc en 30 ans, et ce sur quoi j'ai travaillé n'existe plus en fait. Le deuxième exemple, c'est la vitalité finalement de cette affaire. Les maîtres de la terre, ils sont toujours là. Là, j'ai un cas très récent. Tout près de la région où je travaille, il y a Koudougou, 3e ville du Burkina Faso. Alors, c'est pas des villes comme on a l'habitude de les voir, on n'est pas à Lagos, on n'est pas... Enfin, je veux dire, c'est petites villes, finalement. Et cette ville avait besoin de s'agrandir, plus de place, a voulu prendre donc des terres qui n'étaient pas les siennes. Village voisin. Convocation, mise en pourparlers de cette affaire-là. On veut construire un lotissement, on veut construire telle chose. Dans une logique traditionnelle, entre guillemets, vous voulez vous installer, ben, installez-vous. Moyennant, évidemment, le protocole que j'ai à peine évoqué, mais vous voulez travailler, voilà, la terre est là. Et là, c'est assez intéressant ce qui s'est passé, parce qu'en fait, donc, il y a le maître de la terre, puis il y a son conseil. Bon, tous ces gens-là se réunissent... réunion avec le maire de la commune de Koudougou, de cette ville, enfin, toutes ces relations pour arriver à quoi? À finalement, bon, d'un côté, la vision occidentalisée de l'affaire, la terre se privatise, puisque maintenant, il y a au Burkina, il y a deux types de terres, il y a les terres urbaines et les terres rurales. Les terres urbaines étant cadastrées, ayant des actes de propriété, etc., donc calqués sur le modèle occidental, les terres rurales ayant toujours un statut différent. Qu'est-ce qui a été proposé finalement? C'était de la part des maîtres de la terre, c'était bon, enfin, l'échange qui a eu lieu, excusez-moi, ça a été un paiement. Vous voulez ça? Il faut nous donner ça. Ils n'ont pas du tout vendu la terre dans cette affaire. Pour eux, ce paiement prend place complètement dans un système traditionnel, c'est-à-dire qu'en fait, ce paiement sert à quoi? Sert à acheter le bétail pour faire les sacrifices à la terre qu'il faut faire pour cette nouvelle installation.
Il n'y a aucune vision monétaire. On va pouvoir, avec ce paiement, rentrer dans le rituel normal. C'est une affaire assez importante. Il faut un bœuf, il faut telle et telle chose. Voilà. Et donc, côté maîtrise de la terre, voilà, ce paiement a permis d'opérer les sacrifices nécessaires. Évidemment, de l'autre côté, nous avons payé, la terre nous appartient. Et le fonctionnement traditionnel étant ce qu'il est, effectivement, elle va leur appartenir jusqu'au moment peut-être où ils voudront la vendre. Et là, ça ne passera pas, sauf que d'ici là, peut-être que les maçons d'argent et le système de la propriété privée aura radicalement écroulé tout le système traditionnel, entre guillemets, le système antérieur. Voilà, c'est ce que je peux dire rapidement. Donc on est toujours dans une superposition de société et de conception de rapport à la Terre qui est toujours vivace, avec énormément de croisements qui sont très intéressants à regarder. Je crois qu'on a encore le temps pour continuer la discussion, si vous avez des questions. En tout cas, si on regarde à côté, ils ont l'air de continuer à rester dans la salle. Vous vouliez poser une question ? C'était une question ou une réaction, peut-être ? Alors, moi, je trouve vraiment très intéressant cette démarche que vous avez présentée, qui est d'avoir, ça rejoint aussi ce que tu dis, c'est-à-dire on a payé la terre, elle nous appartient, donc on en fait tout ce qu'on en veut. Et là, ce que vous testez, me semble-t-il, c'est qu'on dit il y a un propriétaire, et puis, donc il y a des gens qui vont être propriétaires du fonds, et puis il y a des gens qui vont être d'une certaine manière propriétaires, enfin, s'être approprié un usage. Et ça me permet peut-être de revenir sur un point que j'ai pas eu le temps de développer, et qui fait partie, alors j'ai présenté rapidement, j'ai essayé d'être le plus rapide possible avec des éléments du Code civil, mais dans les choses que je rencontre justement dans cette histoire du droit au sol auquel on est confronté, c'est qu'en fait, cette idée de la propriété idéale absolue, elle est très récente. En France, c'est justement le Code civil, c'est la Déclaration des droits de l'homme, et le fait que la terre puisse avoir plusieurs, alors on parle de propriété simultanée dans tous les droits coutumiers, ça on le connaît un petit peu, mais par exemple, une chose que j'ai, une chose dont j'ai pas parlé, c'est la manière dont saint Thomas d'Aquin répond à la question qui est posée, est-ce qu'il est légitime de s'approprier la terre? Et il fait cette proposition de dire la terre, alors appuyée évidemment sur la pensée chrétienne du moment, morale et chrétienne, la terre ne peut pas être appropriée dans son usage par une personne en particulier. Dans son usage, elle appartient à la communauté. Et dans sa gestion, dans son administration, pour que la paix entre les hommes soit là, la gestion et l'administration en est privée, en fait. Donc c'est une personne qui va s'en occuper. Et il y a plein de dispositifs comme ça, il y a plein de choses qu'on peut croiser. Alors ça, je parle du droit, je parle de moi, ce que j'ai pu rencontrer pour le moment sur notre héritage, mais il y a plein d'autres exemples comme ça qui pensent autrement la question du sol que comme le petit enclos dans lequel on ne fait que ce qu'on fait, cette idée de la propriété absolue. Et je trouve que l'exemple que vous montrez est un bel exemple de sortir de ce schéma-là. Je retiens. J'irai voir. Ça me fait penser peut-être, pour reprendre le terme de fiction que vous empruntiez à Polanyi, il y a un petit peu la fiction rituelle que vous avez présentée, la fiction de l'ordre juridique, et peut-être qu'il y a je ne sais pas si c'est une fiction du commun, du bien commun qui se construit, qui prend un petit peu, qui se développe, mais il y a peut-être aussi ces trois pôles qui structuraient un peu la session. Je crois qu'il y avait une question au fond. J'avais à la fois encore une question et puis une annotation plutôt. Une question, c'est aussi pour Luc. Il me semble que l'architecte Kéré est burkinabé. Oui. Et dans les réalisations qu'il a faites, c'est justement, est-ce que ces rituels à la terre étaient présents ou pas?
Et puis j'avais aussi juste une remarque pour Marie, dès qu'on sort du champ romain et du droit romain ou Saint-Augustin. Il me semble qu'en Chine, quand on parle de biens immobiliers ou mobilier ou culturel, le terme n'est pas le bien, ce qui chez nous fait aussi référence au bien et au mal, je sais pas, enfin c'est peut-être moi qui exagère, mais chose, voilà, c'est une remarque comme ça en passant. Mais justement, dans le droit romain, c'est essentiellement la chose qui est utilisée. Donc, bon, c'est intéressant qu'en Chine, ils utilisent, j'irai regarder ça. Alors, du côté du travail de Basile Quéré, alors Basile Quéré, c'est un architecte burkinabé qui travaille en Allemagne, qui a une agence d'architecture et qui essaye qui revient construire au Burkina Faso en essayant de sauvegarder un ensemble de choses, c'est-à-dire déjà d'investir les gens dans la construction, de garder donc la construction comme moment d'entraide, comme moment qui fait aussi société justement, comme moment de lien social, comme moment collectif. Et matériaux locaux et matériaux contemporains, comme on le dit, matériaux disons industriels, qui mélangent. Côté rituel, je suppose qu'il... Alors, on n'est pas sur le même terrain, hein, d'ailleurs, il est dans une autre société, mais je suppose qu'il lui-même n'est pas tellement investi là-dedans. Mais est-ce qu'il pousse cette prise en considération de faits de société qui sont de sa société jusque-là? À vrai dire, j'en sais rien. Puisque ce qu'il construit sont des bâtiments de l'État, c'est des bâtiments de l'administration, c'est pas de l'habité, c'est de l'école, c'est du bâtiment administratif, c'est du bâtiment moderne dans le sens des usages modernes de comment maintenant on vit. Comment on vit tout simplement, voilà. L'école étant quand même quelque chose de tout à fait particulier comme mode d'éducation. Enfin, c'est quelque chose qui s'impose partout petit à petit, mais ça reste aussi très occidental comme modalité comme manière de se placer dans le monde et sa formation, la formation, je veux dire, des gens, des individus, etc. Donc je peux pas vraiment répondre sur le plan rituel, je l'ai pas vu construire, mais il est possible qu'il réintègre des choses, mais les rituels, si vous voulez, c'est toujours un peu délicat la question du rituel. Notamment pour nous, vu d'ici, celle des sacrifices animaliers. Qui sont généralement des poulets. Alors un poulet peut être aussi important qu'un bœuf, mais ça fait pas forcément le même effet quand on le voit faire. Je dis, ce sont des choses singulières qu'on a du mal à penser, ça nous est tellement sorti, on les a tellement symbolisés. À travers l'Église chrétienne, hein, qui fait son sacrifice tous les dimanches, célèbre, etc. On est passé tellement à d'autres modalités qu'on n'y comprend rien à celle-ci, et qu'on va plutôt ricaner ou voilà, il y a vraiment une position qui est très difficile. J'ai remarqué que c'était très difficile de parler de ces relations-là à la terre et au sol, justement. C'est-à-dire, il faut vraiment du temps pour en parler et faire passer ce qui se passe et quels sont les enjeux, comment évidemment ça fait système tout autant qu'un autre. Voilà, alors là, autant le maître de la terre, lui, ce que j'évoquais tout à l'heure, va en passer par le rituel sacrificiel pour pouvoir donner un terrain où ils vont bâtir quelque chose qui sera de l'ordre du lotissement moderne. Autant dans l'autre sens, l'État, lui, ne le fera que si on lui demande, mais cherchera plutôt à l'éviter, à dire ne vous embêtez pas avec ça. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Non, j'ai pas de réponse en fait, mais finalement, à travers ce que je dis là,
Je me demande si effectivement ils en passent pas aussi par des acteurs rituels, dans la mesure où c'est peut-être pas tant l'administration, la mairie, parce que maintenant il y a des mairies dans les villages. Enfin, en tout cas, il y a un découpage. Bon, le Burkina étant une ancienne colonie française, à peu près tout est copié sur le modèle français. Donc il y a un découpage de l'administration, des territoires, etc., qui est le calque de notre système présent ici. Et je pense que quand lui construit, la demande ne vient pas de l'État, de cette administration, mais plutôt sans doute de ses relations au sein du village. Tel village n'a pas d'école, ça vous intéresse, on peut faire quelque chose, on peut faire un projet en commun, et donc c'est des circuits parallèles, et là, dans ce sens-là, il est bien possible qu'il en passe par jusqu'au bout par les voies traditionnelles, par la parole et par des actes, voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'avec le temps qui passe, on peut continuer les échanges ici ou dans le hall ou en allant se promener dans Ambert.